Bien, donc ce matin, nous continuons notre périple de Renaissance. Ça tombe bien, hein? Période de printemps, c'était presque fait exprès. Et après avoir vu les poètes, les peintres, enfin, quelques poètes, quelques peintres, nous abordons ce matin la philosophie avec 3 ou 4, ça va dépendre un petit peu du temps, 3 c'est sûr, 4 peut-être. Je pense à Erasme, qui, si jamais nous n'avons pas Erasmus, oui, le temps de le traiter aujourd'hui, nous le traiterons la semaine prochaine, parce que là aussi j'étais un petit peu ambitieuse dans le programme. Et donc ce matin, nous allons aborder 3 grands philosophes de la Renaissance qui sont évidemment pas les plus connus. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de Gémiste Pléton, de Marsile Ficin ou de Nicolas de Cuse, ne vous inquiétez pas, d'ici 2 heures, le drame sera réparé. Et parce qu'il est vrai qu'ils ne sont pas extrêmement connus, bien qu'ils aient joué un rôle très important à leur époque et jusqu'à aujourd'hui. On les redécouvre un petit peu aujourd'hui, mais il est vrai qu'ils sont tombés un petit peu dans l'oubli. Ceux que nous verrons la semaine prochaine, pour de multiples raisons, sont davantage connus. C'est Pic de la Mirandole et Giordano Bruno. Et auquel probablement se rajoutera Erasme, qui aussi est assez connu, encore que mérite aussi d'être largement redécouvert. Ce grand précepteur de l'Europe, grand humaniste européen. Alors, on y va ? On attaque, sans trop de préambule, puisque c'est à travers la vie et l'œuvre de ces philosophes qu'on va comprendre en quoi consiste cette renaissance philosophique. Et avec l'élément de la semaine dernière sur les peintres, vous verrez un peu mieux peut-être comment un Botticelli a incarné dans sa peinture les idées de ces platoniciens ou néo-platoniciens qu'on va étudier. Alors, on va commencer par Gémiste Pléton. Ça fait un peu de bruit. Non, mais tu n'y arrives pas. Non, c'est pas pour moi. Peut-être ça peut gêner d'autres personnes. Non, mais ça va. Sûr ? Bon. D'accord. Alors, je rapproche le micro. Gémiste Pléton. Ses dates, c'est 1360, 1452 ou 54. Ça dépend, vous verrez les deux versions qui le font mourir à 2 ans d'intervalle, il y a une incertitude. 1360, 1452, 54. Georges Gémistos. Georges Gémistos, ou Gémistos, selon comment on le prononce, dit Pléton. Et c'est un philosophe néoplatonicien byzantin. Celui dont je vous ai parlé la toute première fois, puisque, comme on le verra, il sera invité au concile de Florence, ce fameux concile qui cherche à unifier les églises d'Orient et d'Occident, et il va y jouer un rôle important. Alors Pléton, c'est un être très, très intéressant et original. Il considère que la philosophie de Platon est héritière de la philosophie de Pythagore. Ça, disons, c'est pas trop original ou novateur, mais surtout, il considère que la philosophie de Platon, donc héritière de Pythagore, est aussi héritière de la sagesse, une sagesse très ancienne, des fameux mages
disciple de Zoroastre. Ça, ce sera, disons, la spécificité ou l'originalité de Platon, qui est de faire référence à une sagesse ancienne, peu connue, donc perse, puisque Zoroastre, c'est un personnage assez énigmatique, dont on sait peu de choses. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il aurait vécu, plusieurs milliers d'années, disons vers 1000 avant Jésus-Christ, voire encore plus ancien. Et c'est un maître spirituel de la Perse qui va combattre un certain nombre de superstitions de l'époque et qui va vouloir réhabiliter le culte d'une divinité perse très importante qui était le fameux Ahura Mazda. Ahura Mazda. Qui a à voir avec la lumière. Alors Zoroastre, Ahura Mazda, et Zoroastre, ça s'écrit Zoroastre. Ahura Mazda et Ahura Mazda. Donc Zoroastre est un personnage qui veut revenir à l'ancienne vision d'un Dieu créateur plein de lumière, qui est principe d'illumination, Ahura Mazda, qu'on appelle parfois aussi Hormuzd, et qui aurait eu à combattre une force ennemie qui est celle des ténèbres et de l'obscurité, le fameux Ahriman. Oui, oui. C'est pas un hasard. Si les ampoules Mazda s'appellent Mazda, c'est en référence à cette lumière. Oui. Voilà. Donc, quand même, merci Zoroastre d'avoir voulu révaloriser, réhabiliter cette notion de lumière, de Dieu lumineux, de principe de supériorité de cette lumière par rapport à l'obscurité, aux ténèbres, donc représentée par le complémentaire ou l'opposé, Ahriman, et surtout cette idée que l'âme humaine, qui a peut-être quitté un petit peu ce monde lumineux, ce monde des origines, peut le retrouver, peut réintégrer, revenir à l'origine, à la lumière primordiale. Donc, il est il est le représentant de cette idée du feu de l'esprit, du feu mental, du feu de l'esprit, qui peut-être est un peu obscurci par l'incarnation dans la matière, mais qui est toujours là et qui peut être redécouvert, retrouvé, dans lequel on peut se réintégrer. Donc c'est une vision très confiante et positive sur l'être humain, qui est considéré comme une parcelle lumineuse, une parcelle divine, qui, même si par son incarnation dans la matière et dans le monde de la multiplicité, n'a pas tout oublié de cette origine de lumière et peut la retrouver. Donc il va y avoir une conjonction dans la pensée de Platon entre la vision platonicienne ou néo-platonicienne et cette vision qu'il veut réhabiliter de Zoroastre, de cette ancienne sagesse qu'il considère comme une sagesse partagée par beaucoup de peuples et qu'il s'agit de redécouvrir. Donc il veut réhabiliter la vision zoroastrienne et il pense que seule cette vision éclectique, fait de platonisme, de néoplatonisme et de zoroastrisme, peut sauver la Grèce et le monde, disons, occidental. Donc il va proposer un certain nombre de réformes religieuses, mais aussi politiques, sociales, économiques. C'est un être assez complet. Et il souhaite vraiment refonder la notion de politique, de vision politique, par un modèle métaphysique.
régénérer, disons, le monde politique qu'il considère décadent à son époque, et face à des erreurs, à des échecs et à des impasses, le régénérer grâce à une nouvelle vision. Et il met beaucoup d'espoir dans cette vision de l'ancienne Perse pour retrouver un peu de sens et de lumière. Donc il naît en 1360, étant à Constantinople, donc Byzance, Constantinople, dans une famille de prêtres orthodoxes, donc très marquée par la religion orthodoxe, et il reçoit une formation classique, complète, donc évidemment, au premier rang desquels le grec, l'apprentissage du grec. Il acquiert très vite une grande réputation comme professeur et surtout comme grand érudit, puisqu'il va être en contact avec tous les grands textes grecs de Platon, d'Aristote, mais aussi de Plotin, enfin des néo-platoniciens. Donc, grande réputation d'érudition, d'humanisme, déjà avant la lettre, et de grandes valeurs pédagogiques dans son enseignement. L'Église, qui commence à être inquiète du contenu de ses enseignements, tente de le faire exiler, et il est alors envoyé, en 1407, il est envoyé par l'empereur de l'époque dans une petite ville qui s'appelle Mystra, qui est pas très loin de l'ancienne Sparte, Mystra. Et c'est là qu'il va être un petit peu plus tranquille par rapport à l'Église, et il va y fonder et développer ce qu'il appelle lui-même sa fratrie, c'est-à-dire une sorte de cercle d'amis qui partagent un petit peu ses opinions, et qui sera très importante, ce groupe, ce cercle, pour la diffusion du platonisme en Occident, puisque ce sont tous des platoniciens, des néo-platoniciens, et donc il va avoir ce cercle qui va diffuser l'amour et la connaissance de cette vision, et qui vont combattre la vision aristotélicienne et avéroïste de l'époque, c'est-à-dire la vision d'Averroès, qui lui, en tant que traducteur, commentateur d'Aristote, condamnait les visions plus platoniciennes pour défendre la vision aristotélicienne. Donc on a avec Platon et son groupe d'ardents, de farouches militants, on va dire, contre l'aristotélisme. C'est assez clair. Il va avoir parmi ses disciples quelqu'un d'assez exceptionnel, assez connu, relativement, qui s'appelle Bessarion. Bessarion, B-E-2-S-A-R-I-O-N, qui est un homme d'église qui va faire revivre en Italie le goût de la philosophie platonicienne. C'est un grand humaniste et il est très célèbre par sa bibliothèque. C'est pour ça que j'aime bien Bessarion, parce qu'il avait constitué une bibliothèque presque d'1 millier de manuscrits très précieux. Et à sa mort, il lèguera d'ailleurs cette bibliothèque à la ville de Venise. Donc une bibliothèque extraordinaire, et c'est vraiment là un exemple aussi d'un humaniste, ces humanistes de la Renaissance, qui sont vraiment amoureux, mais vraiment des amoureux passionnés de la Grèce et des philosophes grecs, et surtout donc des platoniciens. Il va être aussi, ce Bessarion, un traducteur très important des œuvres de grec en latin, puisque c'est là dont il s'agit à cette époque de traduire ces œuvres, de retraduire ces œuvres du grec directement, du grec en latin, sans plus passer par la transmission de l'arabe. Donc, pour revenir à Platon, mais Platon et Bessarion, c'est deux personnes qui sont un petit peu ensemble. Platon va être invité à participer au concile de Florence, donc 1438-1439. Enfin, il commence à ce moment-là, en vue de l'union des églises. Et il se rend donc en Italie avec la délégation grecque. Et c'est là un peu le pivot
ce que vous avez expliqué la toute première fois, du pivot qui fait basculer la Renaissance d'italienne à une Renaissance grecque. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on redécouvre les textes grecs et la Renaissance italienne qui prenait jusqu'alors comme modèle l'ancien empire romain et les œuvres des auteurs latins, les historiens, les Tite-Live, Terence et des poètes, comme on a vu surtout avec Virgile, eh bien commencent à regarder plutôt du côté de la Grèce antique. Et donc la Renaissance d'italienne devient grecque, avec cet amour passionné de ces humanistes pour l'ancienne Grèce. Donc il se rend à Florence et là il se heurte à la demande faite par l'Église latine d'adopter le fameux credo du filioque, que vous connaissez bien maintenant, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce que les orthodoxes grecs refusent, puisque pour eux, il s'agit de quelque chose d'hérétique par rapport à leur credo. Et donc, Platon, qui est très déçu par cette demande insistante faite aux Grecs d'intégrer ce filioque, va essayer de tenter une conciliation plus au niveau philosophique, au niveau des idées philosophiques, en sortant un petit peu du terrain exclusivement religieux. Et donc, c'est ce qui l'amène à traduire et à se mettre en relation avec des traducteurs des œuvres de Platon. Donc il est en contact avec beaucoup de traducteurs, dont un qui est très connu, Bruni, Leonardo Bruni, l'un des premiers traducteurs de Platon à Florence. Et surtout, ce qui va être décisif, c'est sa rencontre avec Côme de Médicis. Côme l'Ancien, Côme de Médicis, qui est un personnage très curieux, très ouvert, très éclectique, et qui vient écouter Platon à Florence, dans ses conférences, dans ses réunions. Et il est séduit, il est fasciné par Platon, par son érudition et par cet amour qu'il porte aux anciens auteurs grecs. Et surtout, il est très intéressé par cette vision que Platon développe de cette ancienne sagesse des mages de Perse. Bon, peut-être le côté un peu exotique, inconnu, lointain. En tout cas, Côme est sous la fascination, fasciné par Platon. Et ils vont tous les deux concevoir ce projet de création, de fondation d'une nouvelle académie platonicienne. C'est Côme et Platon, en fait, qui conçoivent ce projet. Et Côme, à partir de là, va partir à la recherche de tous les manuscrits grecs possibles et imaginables. Et il va, grâce à son argent, mécéner un certain nombre de traducteurs. Et donc, il y a une frénésie de traduction de toutes ces œuvres de grec en latin, et au premier rang desquels on trouvera Marsile Ficin, qui, en plus d'être un grand philosophe et médecin, va consacrer ses jours et ses nuits à la traduction des œuvres à la demande de Côme. Donc il y a là un bouillonnement quelque part apporté par Platon et de redécouverte de la tradition philosophique grecque. Après le concile de Florence, donc qui se termine en fait sur un échec de conciliation des églises, Platon retourne à Mystra, où il va poursuivre son œuvre donc d'enseignement, de professorat et de traduction jusqu'à un âge assez avancé, puisqu'il mourra donc en 1452 ou 54. Après sa mort,
on fait saisir son œuvre principale, en tout cas son œuvre principale au niveau politique, qui s'appelle le Traité des lois, et cette œuvre est ramenée à Constantinople en 1460 et elle est brûlée par les patriarches orthodoxes, comme étant non compatible avec la vision de l'Église orthodoxe. Pensez bien, la vision des mages zoroastriens, c'était pas tout à fait dans le credo orthodoxe de l'époque. Et ça l'est d'ailleurs toujours pas, entre parenthèses. Alors, il compose énormément d'œuvres, des œuvres de philosophie, mais aussi de théologie, bien sûr, puisqu'il est un grand érudit religieux, mais aussi des œuvres de musique, de rhétorique, de grammaire, d'histoire, des traités de géographie. C'est là où on voit aussi un personnage typique de la Renaissance, avec une érudition et un éclectisme tout à fait extraordinaire. Alors, parmi ces autres œuvres, celles peut-être qui sont les plus connues, on retiendra les oracles magiques des mages disciples de Zoroastre, et il va faire des commentaires sur ces œuvres. Ces oracles magiques, on les appelle aujourd'hui les oracles chaldéiques, qui viennent de Chaldée. Et donc, ce sont des récits, des traités de poésie, d'hymnes, de chants à la gloire, donc d'Ahura Mazda, et ce sont des hymnes cosmologiques qui se réfèrent à la tradition cosmogonique de la création de l'univers par Ahura Mazda, ce combat contre Ahriman, sa victoire, etc. Donc ce sont des œuvres assez originales, plus poétiques, allégoriques, symboliques, et Platon va faire un certain nombre de commentaires de ces oracles chaldéiques. On va lui attribuer un livre sur le destin, sur les vertus, et un livre qui fera beaucoup parler, En quoi Aristote est en désaccord avec Platon. Et pourquoi Aristote a tort, surtout. Donc, on est toujours dans cette période où quand même, on compare les œuvres de Platon et les œuvres d'Aristote, et lui, ardent défenseur de Platon, va considérer qu'Aristote se trompe. Donc, ce qui est essentiel à retenir de ce Platon, c'est qu'il considère que la philosophie antique, donc grecque et surtout platonicienne, vous avez compris, et l'ancienne sagesse plurimillénaire de la Perse peuvent rénover l'Occident. Et que le christianisme est impuissant, qu'il soit latin ou orthodoxe. Bon, lui, il penche plus vers le christianisme orthodoxe, mais il pense que le christianisme n'est pas à même de redonner un souffle et du sens et des valeurs à l'Occident, et que pour cela, il faut revenir aux valeurs de la philosophie antique, grecque et perse. Ces deux racines. Ce qu'il faut retenir de Platon, c'est ces deux racines. La racine grecque et la racine perse. Et il est vrai que Pythagore était allé à Sumer, à l'ancienne civilisation sumérienne, babylonienne, et c'est de là probablement qu'il y avait trouvé ce qui deviendra son enseignement sur les mathématiques et aussi sur l'astrologie, puisque ces mages sumériens, ces mages de Perse étaient de grands connaisseurs de l'astronomie et de l'astrologie. Dans le sens noble de l'astrologie, c'est-à-dire toute l'étude des influences des planètes sur la Terre. Pas simplement la science horoscopique, mais aussi lié aux mathématiques, avec les orbites des planètes, les ellipses faites par les planètes, cette fameuse harmonie ou musique des sphères que Pythagore va probablement emprunter de Perse et va ramener ensuite en Ionie et en Grèce.
c'est les noms de civilisation. La Perse, disons, c'est le lieu géographique. Il va y avoir Sumer, Babylone. C'est l'Iran. C'est-à-dire toute cette région, en tout cas hyper développée à l'époque, entre le Tigre et l'Euphrate. Mésopotamos, c'est la contrée entre les deux fleuves. Donc le Tigre et l'Euphrate. Oui, l'Iran, l'Irak. Iran, Irak, voilà. Donc ce qu'on appelle la civilisation sumérienne, Sumer, et ensuite la Mésopotamie, c'est plus géographique. Voilà, donc retour à l'Antiquité face aux problèmes politiques, religieux, sociaux de l'Occident de l'époque, retour à l'Antiquité grecque et perse. Et donc cette introduction à Florence de tous ces textes grecs et ce projet d'académie platonicienne dans lequel on va retrouver bien sûr Marcille Ficin, Pic de la Mirandole et le fameux Botticelli qui est un des piliers de cette académie platonicienne de Florence. Voilà, disons pour Platon, Bessarion, c'est souvent peu connu, alors que c'est fondamental pour comprendre pourquoi il y a cette renaissance à Florence avec cette redécouverte des textes grecs et de la sagesse moyenne orientale. Puisqu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos philosophes présocratiques vont tous venir de la côte ionienne, avant d'être dans la Grèce, disons, plus connue du Péloponnèse. Mais Thalès de Milet, Anaximandre, tous les Anaxes, sauf Pythagore qui lui va s'installer en Italie du Sud, mais à Crotone, mais tous les autres sont la côte ionienne. C'est la Turquie. Éphèse, Milet, c'est la Turquie, la côte, la Turquie actuelle. Alors. Une petite question. La nouvelle académie platonicienne de Florence, elle a vécu longtemps? Non. Quelques années. On va voir avec Ficin. Elle est très liée au destin des Médicis. Donc, lorsque les Médicis vont être chassés de Florence, le destin de l'académie va être directement, évidemment, touché. Je n'ai pas très compris ce que, sur le plan philosophique, finalement, il reprochait à la philosophie chrétienne, qui était dominante à l'époque, qui pensait que le platonisme de Platon apportait quelque chose de plus intéressant, de plus adapté à la civilisation actuelle. C'est le grand débat entre une vision, la vision antique, qui, pour dire les choses très rapidement, voit deux choses. Voit l'être humain comme intégré dans une sorte de grande hiérarchie céleste, et surtout en relation, en harmonie, en résonance avec l'univers. Donc, c'est la vision hyper classique de l'homme microcosme, qui est en résonance avec l'univers vu comme un macrocosme. Mais l'homme vu comme un mini-univers. Donc, à part la question de grandeur, disons, l'homme régit par les mêmes lois que l'univers et que les dieux, et donc presque sur un pied d'égalité avec le divin. C'est un dieu à l'échelle réduite, mais mu par les mêmes lois, par les mêmes règles que l'univers tout entier, et par ces dieux qui ne sont pas des dieux créateurs, qui sont des dieux organisateurs, et qui apportent des lois, mais qui ne sont pas des dieux créateurs. Ça, c'est la pierre d'achoppement, puisque c'est une vision quand même radicalement différente.
Bon, on a vu ça un petit peu avec nos religions du livre. On tourne un petit peu le dos à la nature et à ses cycles, une vision cyclique, pour fonder l'histoire avec un Dieu créateur, et cette fameuse création ex nihilo, une création à partir de rien, d'un Dieu tout-puissant, qui est radicalement différente de la vision antique, où on a des dieux qui de toute façon ne sont pas tout-puissants, qui organisent le chaos, qui sont des théos qui organisent le chaos, qui vont donner donc naissance à un cosmos, mais qui lui-même va être à un moment donné à bout de souffle, si je puis dire, et revenir à l'état chaotique. Donc c'est une vision cyclique. Qu'on ne trouve pas tellement dans Platon, me semble-t-il. Qu'on trouve... Dans la Grèce antique. Ah si, bien sûr, dans Platon, dans le Timée, dans beaucoup d'œuvres de mythes, on a cette vision cyclique, même s'il ne va pas énormément développer la notion de nature, ce que vont faire beaucoup plus les stoïciens, d'une autre manière, mais il y a cette vision. Et donc, pour l'homme, ça a une conséquence directe. C'est qu'il y a le principe d'une immortalité, d'un principe immortel en l'homme, qui est ce principe divin, que certains vont appeler l'âme ou l'esprit, et que cette âme ou cet esprit, lui aussi, est soumis à une vision cyclique. C'est-à-dire qu'il y a cette vision d'une incarnation, d'une matérialisation de ce principe divin dans la matière, donc dans un monde multiple, mais surtout avec cette finalité humaine d'un retour à l'unité primordiale, d'un retour à la lumière, d'un retour à l'unité, c'est-à-dire d'une confrontation pendant un certain temps à la multiplicité, mais que ces origines unitaires étant toujours là, même inconsciemment, il y a une tension de l'être humain vers l'unité, vers ce que Platon va appeler les idées, le bon, le beau, le juste, le bien, et que cette ascension est le propre de l'homme. Le propre de tous les... Ça existe aussi dans le christianisme, ça. Comment ? Ça existe aussi dans le christianisme. Différemment. L'idée de progression de l'homme... Oui, mais différemment. Différemment, puisqu'il n'y a plus cette idée de cyclicité, dans la mesure où, dans la vision platonicienne, il est clair qu'il y a le principe d'immortalité de l'âme, que cette âme va régulièrement et cycliquement s'incarner, disons, dans un plan matériel, mais que la finalité est de revenir avec un statut différent au niveau de la prise de conscience, parce qu'il y a une évolution de conscience au fur et à mesure de ces cycles, mais d'un retour. C'est ce qu'on va trouver chez Pythagore, c'est ce qu'on va trouver chez les Orphiques, qui vont tellement développer cette notion de mémoire des origines, de la fameuse mnémosine. Il faut se souvenir. C'est pour ça que Platon insiste tant sur la réminiscence. L'éducation, ce n'est pas d'apprendre beaucoup de connaissances, mais c'est de se souvenir de quelque chose que l'âme connaît parce qu'elle a déjà été en contact avec tout ce savoir. Donc, il va construire sa vision sur deux piliers, si vous voulez, la justice et l'éducation. La justice par rapport à la notion d'harmonie, puisque la justice pour Platon c'est l'harmonie retrouvée, donc l'harmonie à l'intérieur de l'être humain, mais l'harmonie politique et sociale et l'harmonie avec l'univers, puisque tout ça c'est la même chose, et l'éducation dans le sens non pas d'apporter des connaissances, mais surtout de permettre aux individus, puisque l'éducation n'est pas simplement pour les enfants, mais aussi pour les adultes, de donner les outils, de se rappeler, de se souvenir de ces éléments, et donc d'avoir un moteur ou une énergie motrice à l'intérieur de soi pour faire cette ascension. Et donc, pour résumer tout ça, vous avez le mythe de la caverne, par exemple, ou le paradigme de la ligne dans la République de Platon, qui explique bien cette ascension, pas vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose de connu mais d'oublié. La fameuse phrase de Platon, les hommes sont des dieux, mais ils l'ont oublié. Donc, une réminiscence, le souvenir de l'origine. Bon, c'est ce que ces humanistes de la Renaissance vont trouver séduisant dans cette vision,
dans le sens où il n'y a absolument pas la notion de péché, et que même s'il y a cette notion de chute ou d'incarnation dans la matière, elle est vue comme une nécessité pour l'âme de se confronter à ce monde différent de sa nature initiale, et pour faire en sorte qu'il y ait acquisition d'une conscience supérieure. Donc elle est vue comme une nécessité, c'est cette fameuse image de l'âme ailée qui perd ses ailes, et qui est précipitée dans la matière, mais qui justement doit voir cette matière comme le terrain d'expérimentation, de confrontation, d'évolution. Donc pas du tout, comme on le dit souvent, voir cette matière ou ce corps comme quelque chose de négatif, mais comme le lieu des expériences, pour revenir. Alors bien sûr, on va trouver chez des théologiens chrétiens, je pense notamment à Thomas ou à Bonaventure, aussi ce chemin du retour. Mais il est vu dans un autre contexte métaphysique, plus transcendant, on va dire. Où il y a une différence fondamentale de nature entre l'homme et Dieu, alors que dans cette vision antique, il y a une analogie de nature. Enfin, c'est rapide, mais c'est un peu pour situer et pour comprendre que des individus comme Platon, surtout Platon, lui il est pétri de théologie, voit dans le développement du christianisme de l'époque une sorte d'impasse, que le christianisme est impuissant à répondre à certains besoins humains, et il pense que l'Antiquité, cette vision antique, donc cyclique, de renouvellement et moins transcendante, peut sauver l'Occident. Enfin, sauver... Nourrir, oui, merci. Sauver, pour certains, est un peu fort. Mais nourrir l'Occident. Et alors, c'est vraiment une question passionnante, parce que c'est toujours une question de continuité, de rupture. Tout n'est pas continuité, mais tout n'est pas rupture non plus. Il y a des éléments, évidemment. Et beaucoup de théologiens des trois religions vont consacrer beaucoup d'énergie et de temps à voir comment concilier tout ça. Comment concilier la vision chrétienne, ou la vision juive, ou la vision de l'islam, avec Platon, Aristote ou Plotin. Bon, c'est le grand débat. Qui n'a pas été condamné pour l'hérésie? Fissa? Non. Platon? Non, on a attendu qu'il soit mort pour brûler ses œuvres. C'est gentil. Non, ils finissent pas tous sur le bûcher. Bon, c'est très rapide la réponse à la question, mais voilà. Je ne sais plus d'où on était parti. Donc on va revenir à Fissa. On va pas revenir, on n'y a pas commencé. Ficino. Marcil Fissa. Alors, donc, lui, ses dates, c'est 1499. Donc là, on est toujours 33-99, on est dans le fameux Quattrocento. Donc lui, il est issu d'une famille de médecins, donc grand personnage, grande famille, et il est né près de Florence. Lui, c'est un Florentin. Il va étudier, très classique, la grammaire, la médecine, la théologie, et il apprend le grec. Et il va faire la connaissance de Côme de Médicis. Ce Côme joue un rôle pivot majeur. Et Côme de Médicis lui demande d'être son traducteur attitré. Le mécénat, quand même, du bon.
Ce Côme va acheter des manuscrits à prix d'or, il va envoyer des émissaires un peu partout, lui ramener des manuscrits, et ensuite Marcille Ficin va devenir un infatigable traducteur de toutes les œuvres grecques que Côme parvient à acheter et à faire venir à Florence. Et 2 ans avant la mort de Côme, donc en 1462, Côme va mettre à disposition de Marcille Ficin une villa, la fameuse villa de Careggi, près de Florence, pour y installer donc l'Académie platonicienne, qui voit donc le jour vers 1460, 62. Est-ce que c'est la Villa Médicis actuelle? Non. Non, c'est la Careggi qui est dans les Careggi, C-A-R-E-2-G-I, qui est dans les environs de Florence. Et c'est là que donc s'installe l'Académie platonicienne. Donc, projet de Côme et de Pléton, mais qui va être réalisé par Côme, par Ficin, et là vont venir donc écouter, étudier, traduire un certain nombre de grands personnages de Florence et d'ailleurs. Il lui fait ce cadeau, Côme à Ficin, pour le remercier notamment de ses traductions des livres d'Hermès Trismégiste, puisque ça fait, avec les oracles chaldéiques, on redécouvre cette sagesse hermétique d'Hermès Trismégiste, qui est un personnage aussi mystérieux, presque que Zoroastre, et toute cette notion, et c'est là où on voit bien cette vision antique, cette vision hermétique qui est basée sur les correspondances. C'est toute la science symbolique des correspondances entre l'infiniment petit, l'infiniment grand, et l'homme qui a une position privilégiée, je veux dire, de médiateur entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est ça qui explique qu'à la Renaissance, on va beaucoup parler de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme qui réside pas dans le fait que l'homme est fait à l'image de Dieu, mais dans le fait qu'il est un médiateur. Trismégiste, Hermès. Trismégiste, qui veut dire le 3 fois grand. Hermès, Mercure, qui vient de Thoth aussi, de l'Égypte. Et Trismégiste, le 3 fois grand. Donc c'est là où on va trouver aussi des anciens textes égyptiens, puisque Hermès vient de la science de Thoth, vous savez, du dieu égyptien à tête d'ibis, ou de cynocéphale, ça dépend, et qui est le dieu de la sagesse, de l'écriture, et on va trouver ces fameux textes retraduits du Kybalion, du Poimandaphes, tous ces textes hermétiques qui décrivent le fonctionnement de l'univers, du macrocosme comme du microcosme, avec toute cette épopée de l'âme humaine. Ce qu'on a vu la semaine dernière avec Botticelli, la naissance de Vénus et le cheminement de Vénus, est une application vraiment en images de ce parcours de l'âme, qui tenait beaucoup à cœur dans cette tradition hermétique. Et alchimique, puisque dans l'hermétisme, il y a toute une... reliée à la tradition alchimique, de métamorphose et de mutation, puisque cette âme qui revient à l'unité ou à l'origine, elle se métamorphose, elle s'alchimise, elle se transmute. D'où l'idée chère à l'alchimie d'une transmutation du plomb en or. Alors, Ficin va parler dans des termes très élogieux et touchants de Côme. Il va le présenter comme son père spirituel, et il va dire que grâce à Côme, il a connu une seconde naissance.
puisque Côme va tellement le faire travailler et le faire traduire toutes ces œuvres de Platon qu'il va intégrer, s'approprier complètement ces œuvres platoniciennes et néoplatoniciennes. Donc il fait ressurgir l'antique académie 900 ans pratiquement après la fermeture de la première académie platonicienne d'Athènes, qui avait été fermée en 529 par l'empereur Justinien. Donc il y a une résurgence, une renaissance de cette académie platonicienne. Ficin, il est ordonné prêtre. Vous voyez quand même ce côté paradoxal de ces êtres de l'époque. Il est ordonné prêtre en 1473, puis chanoine à la cathédrale de Florence en 1487. Donc, arriver à concilier, chanoine, c'est quand même pas rien, la cathédrale de Florence, avec ses nuits de philosophe platonicien. Et après la mort de Laurent le Magnifique, lorsque Charles VIII est accueilli par Savonarola, les Médicis sont chassés de Florence, et c'est là où l'Académie va commencer à péricliter à partir de 1494. Disons qu'elle aura duré entre 30 et 40 ans. Disons en tant qu'organisation vivante. Après, les idées qu'elle va remettre au goût du jour vont évidemment vont durer plus longtemps. Donc après que les Médicis aient été chassés, Marsile Ficin se retire prudemment, il part de Florence et il n'y reviendra que pour y mourir. En fait, Marsile Ficin va avoir un rôle essentiel de traducteur. Il est philosophe, il est médecin, il est astrologue, mais il est surtout traducteur. Et c'est sa version latine de toutes les œuvres de Platon et les autres néoplatoniciens qui sera connue par l'Occident au XVIe et XVIIe siècle. C'est la traduction de Ficin qui fera référence. Et donc, tout l'Occident va être de nouveau en contact avec les textes grecs, dans une traduction directe du grec au latin, grâce notamment à Ficin et ses collègues de l'Académie. Je vous rappelle que jusqu'alors, on avait des traductions indirectes par l'arabe. Donc évidemment, on redécouvre complètement Platon et les néoplatoniciens. Donc il va traduire, c'est énorme ce qu'il traduit, il va traduire donc les textes hermétiques, donc ce qu'on appelle le Kybalion, le principe du Kybalion, le Poimander, c'est des textes donc égyptiens, d'origine égyptienne. Il va traduire pratiquement tous les dialogues de Platon. Il va traduire les Énéades de Plotin, donc la base de la philosophie néoplatonicienne, plotinienne. Il va traduire plusieurs traités néoplatoniciens et il va traduire aussi les œuvres de Denis l'Aréopagite. Donc bon, un énorme travail de traduction. Et il écrit lui-même plusieurs ouvrages. La théologie platonicienne, vous voyez cette expression un peu paradoxale, la théologie platonicienne de l'immortalité des âmes. Un traité sur le plaisir et une étude très intéressante dont je vous ai fait là une photocopie sur les 3 livres de la vie qui vont avoir une très très grande écho et réputation auprès des savants de l'époque. Et un grand nombre de lettres. Il trouvait le temps de beaucoup écrire, donc une très grande correspondance, et qu'il va faire imprimer de son vivant, ce qui était très prudent. Alors, quelques éléments clés de la vision de Ficin, parce que la vision de Ficin, c'est la vision, disons, de tout ce courant néoplatonicien de la Renaissance philosophique italienne et grecque. Quelques éléments clés, et bon, ça va revenir sur certains éléments qu'on vient de voir. Premier point,
essentiel pour Ficin et les autres. L'âme humaine, l'âme de l'homme est immortelle et elle est un moyen terme, elle est un lien, elle est un élément médiateur entre les éléments ou le domaine de l'esprit ou des choses spirituelles, célestes, divines, et le monde matériel concret. Bon, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, mais là c'est un point métaphysique essentiel, l'esprit, l'âme et le corps. Comme disaient les Grecs, nous, psyché, soma. Donc l'âme humaine a une partie mortelle, mais elle a aussi une partie immortelle qui fait le lien, qui fait le lien avec le monde de l'esprit. Nous, psyché, soma, un mot grec, nous, l'esprit divin en l'homme, psyché, qui va donner psychologie, nous, N-O-U-S, avec un tréma sur le U, nous, psyché et soma, soma, le monde concret, somatique. Donc, pour Ficin, il le dit très bien, l'âme est le milieu et le lien du monde, car elle est le moyen terme reliant le domaine des choses purement corporelles à celle de l'esprit purement divin. Lorsqu'à l'aide de la raison, elle se libère du corporel, elle est en mesure de retourner à son origine divine. Et il va écrire, pour illustrer ceci, un célèbre commentaire sur une des œuvres majeures de Platon, qui est le banquet. Le banquet de Platon, c'est un banquet où chaque convive va faire un éloge du dieu Eros, de l'amour. Où, entre autres, Socrate, qui est mis en scène, va raconter comment la fameuse Diotime, la fameuse prêtresse Diotime de Mantinée, va l'initier, va lui apporter la connaissance sur le lien entre l'amour et disons, l'ascension spirituelle, l'amour comme moteur de l'ascension spirituelle. Puisqu'une des clés de ce dialogue et de la vision platonicienne, c'est que c'est grâce à l'amour des corps, mais qui se spiritualise de plus en plus jusqu'à l'amour des idées, qui permet à l'âme de faire ce cheminement de retour. Donc, il va faire, encore aujourd'hui, ce commentaire du banquet, puisqu'il va recréer un dialogue fictif, est une des œuvres majeures de Ficin. Donc, c'est l'ascension spirituelle de l'âme vers le monde des idées. Donc, ça c'est la première idée. Deuxième idée qui est connexe, c'est que l'homme occupe une place intermédiaire dans un cosmos hiérarchisé, c'est-à-dire un cosmos organisé, ordonné, où on va trouver différents plans de réalité qui communiquent entre eux, qui sont analogiques entre eux, mais où il y a un ordre. Depuis les plans les plus concrets, les plus terrestres, les plus matériels, jusqu'aux plans les plus divins, les plus spirituels, où on va trouver tous les règnes de la nature, le règne minéral, végétal, animal, humain. Et si l'homme a une place privilégiée, c'est qu'il est vraiment au milieu. Et ensuite, tous les plans supérieurs, avec les entités angéliques, archangéliques, ça c'est le mot chrétien, mais ce sont toutes ces hiérarchies divines qu'en fait on trouve pas tant dans la vision platonicienne que la vision plotinienne, la vision de Plotin, donc la vision néo-platonicienne. Donc l'homme occupe une place intermédiaire privilégiée dans ce cosmos hiérarchisé, et il va mettre l'accent sur la dignité singulière de l'âme individuelle de l'homme, prisonnière d'un univers à demi illusoire,
donc c'est vraiment la théorie de l'âme prisonnière, qui est un des éléments clés de Platon, mais appelée à une ascension contemplative et unitive. Ça, c'est le grand message de Plotin, de ce retour à l'unité par la contemplation. C'est-à-dire par le fait de regarder ce dont on est issu. C'est ça, la contemplation pour Plotin. C'est pas, disons, pas quelque chose de hyper mystique ou flou, c'est le fait de regarder le monde des origines. Donc, le microcosme humain est bien le lieu où la lumière universelle trouve son expression harmonieuse. Ça, c'est très important chez Ficin et chez tous les autres. Le microcosme humain est le lieu où la lumière universelle trouve son expression harmonieuse. C'est assez poétique ce qu'il dit, entre l'éblouissement de la plénitude et le morcellement de la matérialité. Entre l'éblouissement de la plénitude et du retour à l'unité et le morcellement de la matérialité. Entre l'unité et la multiplicité. Et cette condition mixte de l'homme fait de lui un acteur privilégié et responsable de l'harmonie du monde. Puisqu'on ne peut compter ni sur les hiérarchies inférieures, les règnes, disons, minéral, végétal, animal, ni sur les hiérarchies supérieures, qui ne sont pas dans cette mission fondamentale de l'homme d'être un médiateur conscient. Un médiateur conscient. Parce qu'être médiateur, toutes les hiérarchies peuvent l'être. Mais un médiateur conscient d'être un médiateur. Pour l'homme de la Renaissance, c'est ça qui fait la grandeur et la dignité de l'homme, malgré toutes les faiblesses et les fragilités humaines. Et qui donne du sens à la vie, à cette orientation de la vie autour de l'ascension. Et donc, cet homme ne peut pas être simplement dans la contemplation, dans la rêverie, mais il doit agir. Et ça, c'est un autre élément de l'homme de la Renaissance, qui est un homme d'action, et pas simplement de réflexion. Responsabilité et d'action, mais, vous voyez, dans ce sens qui est donné par la vision métaphysique. Ce n'est pas de l'action pour l'action, mais c'est une action qui a ce sens de prise de conscience par la confrontation à l'émiettement du monde de la matérialité. Donc il va développer plusieurs trinités et plusieurs missions à l'homme. Il va lui donner 3 guides célestes à cet être humain, Mercure, Phébus et Vénus. Bon, ça c'est les noms latins, mais Hermès, quelque part, le soleil, puisque le soleil est une allégorie, une image de ce bien vers lequel l'homme tend, et Vénus, Aphrodite, l'amour et la beauté, l'amour du beau. Il va développer aussi chez l'homme 3 fonctions psychiques, la volonté, l'entendement et la mémoire. La volonté, l'entendement, c'est-à-dire la capacité de comprendre les choses, et la mémoire. Et cet élément de mémoire, là, le rend vraiment héritier aussi des traditions pythagoriciennes et orphiques, d'Orphée. Et 3 guides humains. Il va dire l'être humain n'est pas seul, il a 3 guides. Chacun a ses parents, disons, charnels, son précepteur spirituel et aussi son médecin du corps, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en plus de tout ça, il était médecin. Les parents charnels, disons, le précepteur spirituel et le médecin du corps, qui, bon, vous l'avez compris, est un médecin du corps, mais aussi de l'âme. Donc, il va évidemment s'opposer à la notion de grâce, qui pour lui est plutôt l'illumination et l'union, mais qui est une conquête de l'être humain. Que c'est à chaque être humain de conquérir son illumination et son union. Et il explique que c'est la vision de sa propre lumière
qui attire l'âme vers sa patrie perdue et l'ouvre à la béatitude. C'est-à-dire que l'homme est lumière, l'âme humaine est lumière. Elle est principe d'illumination, et c'est cette conscience de la lumière qui va donner à l'âme le courage d'aller vers sa patrie d'origine qu'elle a un petit peu perdue. Et l'ouvre donc à la béatitude, à la contemplation, dans ce sens d'une union, de communion, vraiment nature, de même nature, avec les principes d'origine. Alors, je vous ai fait la photocopie, je vais vous donner d'un texte qui est vraiment intéressant parce qu'il résume bien la vision de Ficin sur l'âme. C'est un texte tiré des 3 livres de la vie, destiné aux savants, soucieux d'avoir une bonne santé de l'âme et du corps et d'avoir une longue existence. Et ce texte a connu un succès considérable. Vous verrez qu'il est très poétique, il est à la fois très métaphysique et très humain. On voit bien qu'il est écrit aussi par un médecin, puisqu'il conseille un certain nombre de breuvages dont on peut s'inspirer pour avoir longue vie. Je vais vous le donner, puis on le reprendra. Là, on va faire la petite pause, et puis on le lira, parce qu'il résume bien, disons, la vision de Ficin. Si dans le monde, et je l'ai choisi parce qu'il résume bien sa vision de l'âme médiatrice. Si dans le monde il n'y avait que ces 2 choses, l'intelligence d'un côté et le corps de l'autre, mais qu'il y manquait l'âme, alors l'intelligence ne serait pas attirée vers le corps. Parenthèse. En effet, l'intellect est totalement immobile et sans passion. Il est un principe de mouvement, même très éloigné du corps. Alors là, c'est une parenthèse aristotélicienne dans un corpus platonicien, vous voyez. Et puisque cette idée d'intellect, un peu intellect agent, agissant, éloigné, tout ça, c'est plus aristotélicien. Et le corps ne serait pas attiré vers l'intellect, car il est incapable de se mouvoir par lui-même et reste fort éloigné de l'intellect. Mais si tu places l'âme entre les deux, voilà, si tu places l'âme entre les deux, comme elle est conforme aux deux, l'attraction entre l'un et l'autre en sera facilitée. D'abord, l'âme se meut d'elle-même plus facilement que toute autre chose, car elle est le premier mobile et qu'elle est mobile en soi et spontanément. Ensuite, étant intermédiaire des choses, comme je l'ai dit, elle contient à sa façon toute chose en elle et se trouve proche, sur le mode proportionnel de l'intelligence et du corps. Vous voyez, c'est presque mathématique, géométrique. Et là, on retrouve cette idée platonicienne de la fameuse ligne, vous savez, qui est coupée en 2 portions inégales, et où il y a un substrat mathématique derrière ces éléments métaphysiques. C'est pourquoi elle s'accorde avec tout, également avec les choses qui sont distantes entre elles, mais qui manifestement sont proches d'elle. Outre le fait qu'elle est conforme d'un côté aux réalités divines et d'un autre côté aux réalités caduques concrètes, temporelles, qui passent, et qu'elle se tourne avec amour vers les unes et vers les autres, elle est présente simultanément en tout lieu. Notre âme, en vérité, en plus de la puissance propre à nos membres, diffuse partout en nous la force vitale commune. Donc il y a une idée presque vitaliste de cette énergie de l'âme, de ce qui anime. L'âme est vue comme principe d'animation, anima, ce qui anime, ce qui a une force, une énergie, qui va se diffuser, qui va irriguer tous les plans. Donc le plan supérieur de l'intelligence ou de l'esprit, et aussi le plan inférieur concret. C'est pour ça que cette âme est l'objet de tous les soins, puisque étant le monde intermédiaire, si elle joue son rôle, il y a équilibre, harmonie, justice dans l'être. Si elle ne joue pas son rôle, pour une raison ou pour une autre, il y a dissociation, et donc le corps vit sa vie, l'intelligence ou l'esprit vit sa vie, mais il n'y a plus de réunion.
Il n'y a plus croisement, il n'y a plus médiation, et donc schizophrénie, on dirait, entre guillemets, aujourd'hui, c'est-à-dire rupture du plan, dissociation du plan supérieur et du plan inférieur. C'est pour ça que le monde de la psyché était considéré comme si important à connaître, à maîtriser, disons, à faire en sorte que son rôle de médiatrice puisse effectivement s'exercer. Donc diffuse en nous la force vitale commune, surtout à travers le cœur, qui est comme une source de chaleur proche de l'âme. Il va y avoir une analogie entre le cœur, le soleil, la lumière et l'énergie vitale. Et de la même façon, l'âme du monde universellement vivante diffuse partout et particulièrement à travers le soleil la force qui lui est propre, de communiquer la vie à tous les êtres. Là, on trouve l'analogie entre l'âme individuelle et l'âme universelle, l'âme cosmique, l'anima mundi, l'âme du monde. Donc il y a une analogie entre le soleil du cosmos, qui va insuffler cette énergie à l'âme du monde, et le cœur, le soleil de chaque être humain. C'est pourquoi certains auteurs placent en nous, comme dans le monde, l'âme dans tous les membres, mais surtout dans le cœur et dans le soleil. En vérité, souviens-toi toujours, là on trouve cette image de se souvenir. Donc il s'adresse à des gens qui savent déjà ça, simplement il faut qu'ils s'en rappellent. C'est une lutte contre l'amnésie, la philosophie. Souviens-toi toujours que la force de notre âme rejoint les membres par l'intermédiaire de l'esprit, de même que la force de l'âme du monde est répandue en toutes choses. Là, on dit que par rapport à la notion d'esprit, puisqu'il est médecin, il va intégrer en plus la notion de l'esprit d'Hippocrate. Vous savez, le fameux médecin Hippocrate qui va étudier justement de manière assez précise, le serment, mais le fonctionnement de l'être humain, les humeurs, les types. On parle encore aujourd'hui des types hippocratiques en médecine et des esprits. Donc là, on voit le ficin médecin qui va parler des esprits. Alors, de même que la force de l'âme du monde est répandue en toutes choses, sous l'âme du monde, par la quinte essence. Cette fameuse quinte essence, qui est une notion très importante, justement dans la tradition hermétique ou alchimique, le cinquième élément. Besson, il a redécouvert le cinquième élément, mais il n'a rien inventé, puisque dans toutes les traditions ésotériques, hermétiques, alchimiques, on parle de la quintessence. Le cinquième élément, qui est l'élément qui est à l'origine, en fait, des autres. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Et le cinquième, je vous laisse découvrir, je ne vous le dirai pas. Cette force est surtout infuse en ceux qui ont beaucoup absorbé son esprit. Bon, voilà. Alors après, vous verrez, il y a une petite recette de vin que vous pourrez tester pour... bon, là, c'est un peu plus anecdotique. Mais bon, vous pourrez tester, vous me direz la semaine prochaine... du vin sucré, etc. Bon, là, on voit un peu le médecin thérapeute. Bon. Oui, c'est un peu exigeant, de trouver tout ça, mais bon. Bon, voilà. C'est un texte que vous trouvez dans je crois que je vous l'ai déjà parlé, dans le hors-série du Point sur la Renaissance qui vient de sortir. Et ce texte en est... Voilà, c'est ça. Exactement. Il est excellent, je vous le conseille. Il est excellent, je vous le conseille vraiment. Et c'est une photocopie tirée de... Alors, on va passer quand même à notre cousin, Nicolas de Cus, qui lui aussi n'est pas très connu, et qui est pourtant le grand philosophe et théologien du XVe siècle. Donc on est toujours à peu près dans les mêmes périodes, 1401-1464.
Nicolas de Cus, 1401-1464, et c'est un des disciples du mystique rhénan Maître Écart. 1401-1464. Donc c'est un philosophe, c'est un savant aussi, très ouvert aux mathématiques, à l'astronomie, grand prédicateur, écrivain, et pour couronner le tout, il est quand même cardinal, Nicolas de Cus. Et donc grand théologien. Donc c'est vraiment un homme très érudit et qui va participer à l'humanisme de cette Renaissance par sa connaissance des textes grecs. Lui aussi va donc avoir un amour très important pour les textes grecs et ce sentiment qu'il a, notamment en Allemagne, de vraiment apporter une vision novatrice. Alors, il est connu, quand on veut résumer son œuvre et sa pensée, il est connu par le concept de la docte ignorance. Nicolas de Cus, toujours, ou la docte ignorance. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que dans cette expression, il y a le paradoxe de sa pensée, et la pensée de Nicolas de Cus est une pensée paradoxale par excellence. Donc l'homme est ignorant, mais s'il le sait, et s'il l'assume, il peut aussi devenir savant et docte. Donc c'est assez socratique. Et il va être un assez grand visionnaire en matière de vision de l'univers. On peut dire que c'est un des précurseurs de la vision héliocentrique. La vision héliocentrique, c'est la vision qui met la Terre tournée autour du Soleil, donc un univers centré sur le Soleil, héliocentrique, et non pas centré autour de la Terre. Ça fait partie des révolutions de la Renaissance qu'on étudiera avec Copernic, Kepler et Galilée. Mais donc, avant ces grands scientifiques, Nicolas de Cus a une vision tout à fait intéressante et révolutionnaire de l'univers. Et selon Giordano Bruno, il est encore plus révolutionnaire que Copernic ou Kepler ou Galilée. Enfin, vraiment là, donc il est vraiment intéressant à connaître, et à mieux connaître. Alors, il est né à Cus, c'est ce qui donne son nom, puisque sinon il avait un tout autre nom. C'est un petit village situé sur la Moselle, entre Trèves et Coblence. Mireille doit bien connaître Cus, petit village. Trèves et Coblence, oui. Bon voilà, c'est entre les deux. Et donc on le surnomme le Cusin. Cus. Donc l'écriture c'est C-U-E-S, mais souvent vous le trouvez C-U-S-E. C'est le même. C'est le même, mais c'est deux manières d'écrire. Et donc cet Allemand va se rendre en Italie pour s'initier au droit et à la médecine, encore une fois à la médecine, mais en fait il y fait surtout des études de mathématiques et de sciences. Donc c'est vraiment un homme d'église très versé dans les sciences et les mathématiques. Il commence une carrière ecclésiastique et il va se retrouver lui aussi à Constantinople à un moment donné, où il va trouver un certain nombre de manuscrits grecs qu'il va ramener en Occident. Il devient évêque dans le Tyrol et il milite lui aussi pour une réforme de l'Église et il va se positionner toujours comme un conciliateur. Ça fait partie de sa vision de la coïncidence des opposés, de la conciliation des opposés. Donc ce sera un grand conciliateur, un homme de paix et de tolérance, où il va remettre souvent dos à dos ceux qui s'opposent, notamment les catholiques et les protestants. Il est connu donc par ses positions conciliatrices, puisqu'il va être envoyé par le pape, souvent pour discuter. Et il va essayer de favoriser l'éducation, l'instruction populaire, combattre les superstitions, enfin,
disons, avoir un rôle d'éducateur important. Et il est vraiment connu par ses positions conciliatrices et son esprit de grande tolérance. Il renonce à la méthode scolastique d'exposition des idées et des faits, en ce sens, donc il rompt avec la tradition scolastique du Moyen-Âge, où il fallait toujours les arguments, les contre-arguments, enfin quelque chose de très rigoureux, très argumenté. Hein. Il va rompre avec ceci pour revenir à quelque chose de plus vivant, puisqu'il trouve que l'Église c'est trop éloigné et séparé d'un enseignement vivant. Et il va remettre au goût du jour l'art du dialogue, le fait de discuter, d'échanger des idées, hein, des arguments, mais de manière extrêmement vivante, et surtout dans cet art qu'il va enseigner, dans le dialogue, de dépasser les oppositions, de dépasser les simples contradictions et oppositions pour trouver des positions supérieures, conciliatrices et médiatrices. Là on voit que sa vision métaphysique, hein, quelque part de conciliation des contraires, l'amène très concrètement à toujours chercher dans le dialogue une tierce position qui permet de mettre tout le monde d'accord, pas dans le sens d'un compromis, à minima, hein, mais d'une véritable conciliation et de trouver vraiment les positions de dénominateurs communs sur lesquels tout le monde peut bâtir une autre vision en sortant de l'affrontement. Bon, ça n'a pas toujours été suivi, évidemment, mais de ce point de vue, c'est un esprit extrêmement courageux, hein, novateur et déjà très, très moderne. Alors, il n'a pas créé d'école ni de courant et son œuvre n'a pas été très lue, il est tombé largement dans l'oubli, jusqu'à ce qu'il y ait un grand anthropologue et philosophe du nom de Cassirer, Ernst Cassirer. Et oui. Ernst Cassirer, donc au 19e, enfin à cheval 19e, 20e, qui s'est beaucoup intéressé au sacré, à l'esprit des Lumières, qui l'a réhabilité, hein, qui a fait des travaux sur lui, et c'est depuis, donc vous voyez, ça fait 60-70 ans, disons, qu'on redécouvre Nicolas de Cus, et le rôle souterrain qu'il a eu dans cet esprit de la Renaissance. Alors, il va, je vais vous résumer un petit peu sa pensée. Il défend déjà l'idée, qui est tout à fait révolutionnaire, et qu'on reverra avec Bruno, que le monde est infini. Et donc, un monde infini. Et donc, il va ouvrir ainsi un nouveau rapport de l'homme au monde, qui n'est plus dans un monde clos et fini avec la Terre au centre. Vision très géocentrique et anthropocentrique, quelque part, pour vraiment ouvrir et déclarer que le monde est infini, tout cardinal qu'il est. C'est étonnant qu'il n'ait pas été brûlé. Mais vous voulez brûler tout le monde, vous, hein. Eh bien, il a été parce que, justement, Bruno, il est un peu dingue, quoi. C'est un passionné. Il y a un côté fou furieux chez Bruno, tout dominicain qu'il fut au départ. C'est un passionné. Et donc, il va prendre aucune précaution. Le volcan de Venise, hein, c'est voilà, et Pic de la Mirandole, c'est pareil. C'est des êtres qui sont passionnés, hein, et donc très entiers. L'intelligence de Cus, c'est tout en étant très très affirmé sur ses positions, avoir quand même ouvert par le dialogue. Il n'a pas fait de provocation. Pic a fait des provocations, Bruno a fait des provocations, donc évidemment,
Bon, il y a eu des retours. Justement, l'intelligence de Nicolas de Cus, c'est d'avoir argumenté de manière très modérée, conciliatrice, tolérante, en essayant toujours de trouver des solutions de dialogue, ce que n'ont pas fait les autres. Mais Pécard avait été quand même excommunié, lui, il n'a pas été excommunié. Non, justement parce que il était apprécié du pape pour justement toutes les missions qu'il a eues et ses positions conciliatrices. Écart était plus dans les sermons, la prédication et le côté aussi plus mystique, disons, peut-être moins engagé sur le terrain religieux et politique. Et donc, ce qu'il trouve aussi, c'est que la scolastique médiévale, il faut en sortir, puisque les raisonnements formels, scolastiques, rationnels sont trop pesants, et que la théologie, du coup, est vécue trop souvent de l'extérieur, et qu'elle a perdu la profondeur et le côté vivant des origines. Alors, il va écrire beaucoup d'œuvres, le Dieu caché, la quête de Dieu, la filiation divine, et un de ses ouvrages s'appelle La docte ignorance, justement. Il va faire aussi des études sur la quadrature du cercle. Vous voyez que Léonard n'est pas le seul à s'intéresser à la quadrature du cercle. Et plein d'autres textes sur la Bible, sur les textes religieux. Alors, le concept de docte ignorance, parce qu'il est quand même assez un petit peu plus complexe que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Il est le philosophe, le théologien de la docte ignorance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il existe un lien mystérieux, donc, dont on ne peut pas venir à bout à force de raison. Il existe un lien mystérieux entre Dieu, la nature et l'homme. Et ce lien mystérieux est un lien d'analogie, de correspondance, d'analogie, de correspondance, donc entre Dieu, la nature, l'univers et l'homme. C'est un lien invisible, insondable, que l'homme peut essayer de comprendre, de rationaliser, mais qui, in fine, de toute façon, reste quand même la source du mystère, qu'on ne peut pas rendre totalement intelligible. Donc, par exemple, pour connaître Dieu, il ne faut pas s'appuyer simplement sur ce qui est, mais sur ce qui est indicible. Il va être un des représentants aussi de ce qu'on appelle la théologie négative. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir parler de Dieu parce qu'il est, mais parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire d'essayer d'approcher Dieu par ce qu'il n'est pas. Théologie négative, qui laisse donc à Dieu tout un aspect de mystère et d'indicible et d'insondable, sans être transcendant. C'est ça le paradoxe. Sans être d'une autre nature que l'homme. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je ne sais pas s'il faut que ce soit clair d'ailleurs. Il y a une manière de rendre les choses claires, de dire bon, il y a un Dieu transcendant et l'homme est d'une autre nature. Là, la position de Cus et de ces théologiens négatifs, mais de cette Renaissance, c'est de dire bon, Dieu a quand même un aspect indicible, insondable, innommable, inaccessible, et pourtant, ça c'est le paradoxe, l'homme est un Dieu en miniature. Donc c'est un mélange de transcendance, c'est-à-dire quand même d'un Dieu dont on ne peut pas tout connaître, mais qui est immanent aussi, qui est là, qui est présent, puisque l'homme est en résonance, en vibration avec ce Dieu. Donc c'est une position très contradictoire, très paradoxale, et ça c'est la redécouverte par de Cus, en fait, de la vision antique, mais qui n'avait peut-être jamais été exprimée de cette manière-là.
Dieu indicible, insondable, donc on ne peut le circonscrire que par la négative, que parce qu'il n'est pas, mais en même temps, l'homme est un Dieu. Donc ça veut dire quoi? Que l'homme est un mystère. Hein? Si, on va faire un syllogisme. Si Dieu est mystère, si l'homme est Dieu, un petit Dieu, l'homme est mystère. Mystère. C'est-à-dire qu'il y a, et là aussi c'est paradoxal, une possible ascension, un possible retour à l'unité, mais en sachant qu'il y a un moment où la raison raisonnante, rationnelle, va s'avouer limitée. Ça, ce qui rend possible. L'incarnation. Yes. L'homme chrétien. Alors, on va faire. Je vous dirai après ce qu'il a dit, Émile. Sinon, je ne vais pas finir ma docte-ignorance. Mais c'est vrai, oui. Alors, donc, ne pas hésiter à voir Dieu comme un infini. Donc, c'est là où Dieu est infini. Le monde est infini. L'homme est infini. Et fini. Non. Et l'homme est à la fois infini et fini. L'homme et la nature et Dieu ont les mêmes caractéristiques. Donc pour connaître l'homme et Dieu, il ne faut pas avoir peur de passer par l'infini, par le mystère. Et c'est ça qu'il appelle l'état de docte-ignorance. Cet état très paradoxal où on sait qu'on est ignorant. Donc, en tant qu'être fini, on ne peut pas saisir tout l'infini qui est en soi et qui est en l'univers et qui est en Dieu. Mais en même temps, on sait qu'on peut quand même connaître certaines choses. Et qu'on s'appuie sur ces choses que l'on connaît pour avancer dans la sagesse, la connaissance. Docte-ignorance. Et c'est surtout l'acceptation du mystère. Et ça, évidemment, par rapport au dogme chrétien, c'est assez différent, dans le sens d'un mystère qui est dans l'univers, qui est en Dieu, qui est en l'homme. Docte parce que l'homme se sait ignorant. Et qui rend donc l'homme prudent par rapport à ce qu'il sait, et surtout par rapport à tout ce qu'il ignore. Il dit dans un de ses traités, « Il faut que le jugement devienne ignorant et se tienne comme à l'ombre s'il veut vous apercevoir. Mais ô mon Dieu, qu'est-ce d'autre cette ignorance qu'une docte-ignorance? Aucun n'approche votre infinie grandeur que celui qui se tient dans l'ignorance, à savoir celui qui sait qu'il ne vous connaît pas. Vous donc, ô grand Dieu, qui êtes l'infinité même, vous êtes un Dieu dans l'essence duquel je connais que le pouvoir-être est l'être en acte. » Bon. Disciple d'Eckhart, de Maître Eckhart, dans le sens du mystique, celui qui cherche une union avec l'infini. Jamais les hommes ne peuvent s'entendre sur une connaissance affirmative de Dieu, mais ils peuvent s'entendre sur leur ignorance de Dieu. On va reconnaître dans cette phrase une grande sagesse de tolérance et de conciliation possible entre des gens qui s'affrontent, mais qui en fait sont tous ignorants, mais qui refusent d'assumer et d'accepter leur ignorance. La religion est le moyen que les hommes ont trouvé pour assumer l'inconnaissable. Et c'est pourquoi elle peut apporter à la liberté ce qu'il lui faut de civilisation pour qu'elle ne se retourne pas contre l'homme. Une très belle phrase, je trouve très belle et qui pourrait nous inspirer, dans le sens où l'homme est libre et que la religion est un moyen, est un outil pour apporter de la civilisation, donc des valeurs, et pour ne pas qu'elle se retourne contre l'homme. Donc une position très mesurée, tout cardinal qu'il est, par rapport à, disons, au rôle de la religion. Donc il annonce une manière nouvelle de sentir
et de pensée. Alors c'est lui qui va donc aussi apporter cette révolution cosmologique. C'est lui qui dit que l'univers et Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Vous avez peut-être vu cette expression. Le monde, Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part, en affirmant qu'un observateur, en quelque lieu qu'il soit, se croirait immobile au centre de l'univers. Donc il est pour une réhabilitation de la dynamique dans l'univers, du mouvement des planètes, dans un monde infini. C'est pour ça qu'il est très visionnaire par rapport à ce qu'un Kepler ou un Galilée vont dire plus tard. Il propose aussi, et tout ça c'est un ensemble, la docte-ignorance, le monde infini, le centre partout, la circonférence nulle part. Oui, c'est quand même des expressions un peu mystérieuses, mais qui sont propices à la méditation. Il propose sa méthode, donc dans les dialogues, de la coïncidence des opposés. Donc, c'est un disciple, là aussi, d'Hermès, dans le sens de proposer toujours cette fameuse coincidentia oppositorum, dit en latin, en savant, la coïncidence des opposés, qu'il y a toujours dans des arguments opposés une possibilité d'en tirer un élément commun de conciliation qui apporte un plus à chacune des positions de départ. C'est le fameux 1 + 1 = 3. Faut pas. Je me disais, c'est long à venir. Et oui, Mireille, 1 + 1 = 3. Il faut quand même se réfléchir. 1 + 1 = 3, oui. Vous avez pensé que c'était 2 ? Non. Donc, c'est un dépassement. Pour lui, il le présente comme un dépassement de la logique aristotélicienne. C'est bien que quand je dis aristotélicien, on reviendra sur la logique aristotélicienne. Il entend par logique aristotélicienne une logique binaire, d'affrontement, d'opposition. Et donc, il veut sortir de là. Donc, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est une réflexion métaphysique, mais qu'il va appliquer dans ses discussions avec les religieux, avec les politiques, enfin, qui va essayer d'appliquer cette vision métaphysique vraiment de manière très concrète. Il n'y a pas de logique de domination. Non. Non, mais pour revenir à cette vision de coincidentia oppositorum, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu dans la vision de la complexité, de la vision du vivant, c'est que il y a des synergies, il y a des éléments de correspondance entre les choses, et que si on met vraiment une chose et une autre, un argument et un autre, ou une personne et une autre, en état vraiment de dialogue, cela va faire émerger une tierce position, qui n'est pas simplement un commun dénominateur, parce que ça c'est la base du consensus ou du compromis. C'est pas le commun dénominateur, c'est un tiers élément qui surgit de la confrontation réelle des deux éléments. C'est la théorie des ensembles. Et ce troisième élément qui surgit est en fait, il ne surgit pas comme ça de manière spontanée. S'il surgit, c'est qu'il y est déjà à l'état potentiel dans chacun des arguments ou chacune des personnes. Simplement, il est endormi, il est en sommeil, il est latent, il est potentiel, il est virtuel. Et donc, c'est la confrontation qui va permettre de le faire surgir. On trouve l'unité, alors. Oui, c'est une certaine vision de l'unité triple aussi. Oui. C'est le tiers élément
qui provient de cette mise en vibration, en relation de deux éléments qui au départ peuvent être considérés comme des opposés irréductibles, comme des inconciliables. Donc il va remettre au goût du jour l'art du dialogue socratique. Il est très imprégné de cela pour faire surgir ces positions conciliatrices. Et parfois, bon là, évidemment, les affrontements étaient tels qu'il n'a pas pu mettre tout le monde en paix. Mais, disons, c'était son objectif et c'est ainsi qu'il a été reconnu de son vivant. Un pic de la Mirandole, le prince de la Concorde, va reprendre cette idée. Même si, dans les faits, il va toujours jouer un peu de provocation et qui ne sera pas forcément ce prince de la Concordia, de la Concorde qu'il voulait être. Mais il va reprendre cet élément de Nicolas de Cus, de coïncidence des opposés. Donc pour lui, Dieu est l'infini absolu en qui se confondent maximum et minimum. C'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et l'homme est aussi cela. L'homme est infiniment petit et infiniment grand. Et c'est vraiment pour lui un moteur philosophique. Dieu transcende toute affirmation et toute négation. Il va donc, quelque part, être le précurseur de ce qu'on appelle en science le principe de non-contradiction. Le principe de contradiction, c'est que si on a A et B, si A est vrai, B est faux. Ça, c'est le principe de contradiction qui a été la base de vision scientifique pendant toute l'époque moderne. D'exclusion. Et donc d'exclusion. Si A est vrai, B est faux. Bon. Le principe de non-contradiction, c'est le fait d'accepter que si A et B s'affrontent, ils peuvent être vrais et faux simultanément. C'est-à-dire qu'une même proposition peut être vraie et fausse simultanément. Ça, c'est le principe de non-contradiction. Donc, ça va être très important aussi au niveau scientifique. Ça va révolutionner la manière de voir les choses. Déjà, ce principe de non-contradiction et donc d'une ouverture à des résultats insoupçonnés. Oui, notamment sur la théorie du langage. Oui. Donc, c'est un visionnaire. Disons, ce que je pense qu'il faut retenir de De Cus, c'est que c'est vraiment un être extrêmement érudit, enfin impliqué, courageux, non, mais qui va remettre au goût du jour et être, dans ce cas-là, un précurseur, un visionnaire, d'une vision très différente de l'homme, de l'univers et de la logique scientifique, pour voir et penser le monde autrement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pu le faire quand même dans le cadre d'une responsabilité ecclésiastique et avoir ces positions conciliatrices pour essayer de faire se rencontrer ou dialoguer un peu plus les catholiques, par exemple, parce qu'on est en pleine réforme. Donc là aussi, c'est d'une certaine manière revenir à un dogme originel, initial, mais vraiment à la lumière de la vision néo-platonicienne. Donc c'est un des grands humanistes, disons, on peut le dire, de la Renaissance. Et il va préparer, mais là je vais le garder, je pensais bien garder pour la semaine prochaine, malheureusement, le fameux Érasme, qui va avoir aussi quelques points communs avec De Cus. Ça va ? Oui, les... Non. Vous avez là trois personnes vraiment de grand niveau, disons, de grande culture, de grande... Ils vont donner naissance à une esthétique nouvelle, hein, ça c'est ce qu'on a essayé.
Et ils vont irriguer la pensée politique, la pensée scientifique, la pensée artistique, une nouvelle esthétique. Enfin, c'est vraiment des êtres dont on se demande un peu d'où ils sortent, quoi. Enfin, d'où ils sortent. Ils sortent de leur univers, oui. Mais disons, ils sont intéressants à connaître. Pardon ? Alors, Émile, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? C'est le début d'un processus de sécularisation. Voilà. L'infini va changer avec ces auteurs, en quelque sorte, de la Renaissance. Je répète, c'est un début du processus de sécularisation qui va commencer avec cette... Disons, oui, ça c'est ce qu'on verra. On verra cela avec les scientifiques, avec la dernière sur Copernic, Kepler, Galilée. Comment cet esprit de la Renaissance est un esprit donc qui va nous faire passer quelque part d'une pensée à une autre, hein, de la pensée très, très schématiquement à la pensée médiévale à la pensée moderne. Hein, et oui, cette notion d'infini va être un élément avec les siècles qui vont venir, de sécularisation de l'univers. Il y a vraiment une continuité aussi. Par sécularisation, vous entendez le passage de la conception théorique à la conception scientifique. Ou alors, Oui. Bon, on peut le dire comme ça. Oui. En plus, il y a le paradoxe par rapport à Aristote. Oui. C'est le grand paradoxe par rapport à Aristote. Ils sont nourris de platonicisme et en quelque sorte, ils font référence à la forme dans l'univers, la nouvelle représentation de l'univers. C'est-à-dire une sorte d'idémorphie qu'on a appelée chez Aristote, qu'on a annoncé chez Aristote. Disons, chez Decu, c'est vrai qu'il y a une telle volonté conciliatrice que, chez Fissa aussi, vous avez vu cette notion d'intellect, une telle visée, une volonté conciliatrice qu'on ne peut pas écarter Aristote. Et donc la vision du Dieu, du moteur immobile, et certaines visions aristotéliciennes va être là aussi. Et on va le voir dans le développement de la science. Puisqu'il y a une renaissance platonicienne, il y a une renaissance aristotélicienne aussi. C'est ça qu'on peut dire. Bon, on va y aller par petites couches. Finalement, l'Église a été un moteur et un frein indépendamment. Elle a transmis ce qui était antique. Oui, bien sûr. Après la chute de Rome, il n'y avait plus rien. Que l'Église a été à la fois un moteur et un frein. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Ça fait partie de la vision complexe, où rien n'est absolu, rien n'est absolument blanc ou noir, mais selon les cas, en tout cas, Nicolas de Cus est un bel exemple d'un homme d'église, qui est un homme de paix et de conciliation, et visionnaire et novateur, précurseur de plein de choses. Sans provocation. Oui. Enfin, pas autant que d'autres. Justement, comme on était dans une période tellement d'affrontements que voilà, cet esprit était peut-être un peu trop fin. De Cassirer, comment il a... Non, comment se fait-il que son œuvre ait été complètement oubliée, quoi, et mise en sommeil? Parce que, voilà, justement, c'était un peu trop visionnaire et précurseur, et il a eu un rôle intéressant, hein, mais les enjeux étaient trop passionnés et trop chauds. Et qu'est-ce qui a inspiré Cassirer Cassirer, il a étudié le siècle des Lumières et tous les précurseurs de l'esprit moderne, de l'esprit des Lumières. Et en tant que précurseur, il a fait tout un ensemble de thèses et de mémoires sur De Cus. Il a été amené à étudier De Cus.